Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vox Africa, je suis Fanny Wegscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre journal de ce mercredi 27 avril au Soudan du Sud. Nous vous l'annoncions hier dans notre édition du soir Vox News. Riek Machar est enfin arrivé à Djouba. L'ancien chef rebelle était attendu depuis plusieurs jours afin de fonder un gouvernement de transition dans le cadre de l'accord de paix qui a été conclu le 26 août dernier. Et bien hier, M. Machar a enfin pu prêter serment et ainsi devenir vice-président du Soudan du Sud aux côtés de son ancien rival, le président Salva Kiir. Dans son discours, le nouveau vice-président a appelé à l'unité et à la réconciliation afin de mettre fin à plus de 2 ans de guerre civile causée par les deux camps rivaux de M. Machar et Kiir. La prestation de serment s'est déroulée au palais présidentiel devant de hauts responsables de l'Union africaine. Et était également présent lors de cette cérémonie symbolique pour le Soudan du Sud, l'ancien chef d'État botswanais, Festus Mogae, qui préside aussi la JMEC, la commission de surveillance et d'évaluation de l'accord de paix. Le président Salva Kiir a présenté ses excuses pour le conflit qui frappe son pays depuis décembre 2013. De son côté, Riek Machar a exprimé sa détermination à faire avancer le processus de paix et à stabiliser l'économie nationale. Écoutez-les. I repeat our apologies to the people of South Sudan. Je m'excuse à nouveau devant le peuple du Soudan du Sud pour la situation que nous, dirigeants, avons créée. Vous avez été patients tout au long de cette crise et bien que la route devant nous contient encore de nombreux défis, nous sommes déterminés à faire avancer notre pays. Maintenant que le docteur Riek Machar est revenu et a prêté serment en tant que premier vice-président de la République du Soudan du Sud, nous allons pouvoir commencer à établir un gouvernement de transition nationale. Comme je l'ai dit, je ne blâme personne, ce n'était pas prévu, mais malgré tout, pour mettre en place un tel accord de paix, vous avez besoin de ressources. Et je pense que nos partenaires et le gouvernement vont marcher main dans la main afin de ne pas retarder la mise en place du processus de paix. J'espère que la situation va se stabiliser le plus rapidement possible en termes de sécurité. J'espère que nous pourrons maîtriser les problèmes afin de stabiliser l'économie du pays, car le pays sort de la guerre et se trouve toujours en difficulté dans le secteur économique. Et j'espère que nous partageons la même vision en matière de stabilisation économique. Et dans le Soudan voisin, les autorités analysent les résultats du récent référendum. Alors que la guerre au Darfour a fait des milliers de morts, et bien pour Khartoum, le large oui en faveur de la conservation à 5 États de cette région de l'ouest du pays montre bien que le conflit est terminé. Écoutez. La page de la crise au Darfour est tournée. Maintenant, nous voulons traiter les répercussions de la crise. Notre plan consiste à récupérer les armes lourdes qui provoquent beaucoup de dégâts. Les armes lourdes sont malheureusement tombées aux mains de certains hors la loi qui possèdent des connexions avec des institutions semi-officielles. Politique toujours avec cette visite diplomatique du président béninois en France. Quelques heures seulement après la visite du chef de l'État guinéen Alpha Condé, Patrice Talon était lui aussi reçu hier à l'Élysée par son homologue François Hollande. Le nouveau chef d'État du Bénin, investi le 6 avril dernier, a été accueilli avec les honneurs de la garde républicaine française. Les discussions entre les deux présidents ont principalement porté sur la coopération franco-béninoise, coopération que Patrice Talon souhaite plus ambitieuse pour son pays, notamment pour pallier le manque de compétences au Bénin. Les discussions entre les deux chefs d'État ont également porté sur la question du terrorisme en Afrique de l'Ouest, ainsi que de l'environnement et de la COP21. De son côté, François Hollande a surtout tenu à saluer la transparence de l'élection béninoise, un exemple démocratique selon lui. Je vous propose d'écouter Patrice Talon qui s'exprimait notamment au sujet du travail à accomplir pour son pays et de l'organisation de la défense à mettre en place face aux attaques terroristes. Je vous ai prié de faire l'effort de relancer, de donner plus d'ambition à la coopération entre la France et le Bénin. D'autant que nous allons opérer des réformes politiques et administratives dans notre pays
pour améliorer la gouvernance. Les gouvernants ont la responsabilité de sortir le peuple de la pauvreté. Et ce mot n'est pas fort pour le Bénin parce que c'est un pays de grande pauvreté. J'ai l'ambition, et j'aime bien le dire haut et fort, au terme de 5 années, de faire le miracle, de réaliser cette magie. Et nous voudrons pouvoir compter sur vous pour nous apporter de la compétence tout de suite, parce que le Bénin aujourd'hui est comme un désert de compétences. Le Bénin est préoccupé également. Aujourd'hui, on ne peut plus affirmer que des pays resteront épargnés indéfiniment. Nous espérons que nous ne serons pas une cible, mais nous devrons nous préparer à donner également, à répondre. Nous devons nous préparer à parer. Et sur ce champ, nous aurons besoin de votre accompagnement. International toujours, et ce cadeau offert par l'Afrique du Sud à la Cisjordanie. Hier, les Palestiniens ont inauguré une statue géante de Nelson Mandela dans la ville de Ramallah. La statue du défunt président de l'Afrique du Sud et figure de proue de la lutte contre l'apartheid représente aussi un symbole pour les territoires palestiniens. Ses habitants accusent Israël de leur imposer le même type de régime ségrégationniste. La statue de bronze dévoilée hier est haute de 6 mètres et elle pèse 2 tonnes. Ce cadeau de la municipalité de Johannesburg à la Cisjordanie, occupé, vous le savez, depuis près d'un demi-siècle par Israël, eh bien, représente le prix Nobel de la paix sud-africain, le point levé, comme vous le voyez. Pour Moussa Hamid, le maire de Ramallah, eh bien, cette statue envoie aussi un message clair aux colonisateurs et à l'occupant israélien. Je cite, « Nous sommes bien plus proches de la liberté que vous ne le pensez ». La cérémonie d'inauguration de la statue s'est notamment déroulée en présence du président palestinien Mahmoud Abbas. Le monument a été installé sur la place également baptisée Place Nelson Mandela et située dans le quartier très cossu d'Al-Tiré, où vivent de nombreux diplomates et dignitaires palestiniens. Je vous propose d'écouter ces déclarations. Cette statue nous rappelle la personnalité de Nelson Mandela, qui prenait toujours le parti du peuple palestinien, même pendant les moments les plus difficiles de sa vie, quand il était en prison. Il a toujours eu une relation très forte avec la révolution palestinienne. Je pense que Nelson Mandela lui-même serait extrêmement fier de ce qui a été fait aujourd'hui. Direction le Brésil à présent. On connaît depuis lundi la composition de la commission spéciale chargée de recommander ou non la destitution de Dilma Rousseff au Sénat. Constituée de 21 sénateurs, elle commencera ses travaux ce mercredi à 10h et elle dispose de 10 jours pour rendre ses conclusions. S'en suivra probablement le 12 mai un vote de l'ensemble des sénateurs. Et si la majorité simple, c'est-à-dire 41 sénateurs sur 81, votent en faveur de la destitution, eh bien la présidente du Brésil sera alors écartée du pouvoir pendant 6 mois maximum, en attendant un jugement final. Pour rappel, l'opposition brésilienne accuse Dilma Rousseff d'avoir minimisé l'ampleur des déficits publics en 2014, l'année de sa réélection. Écoutons le président du Sénat qui revient sur les modalités de cette commission spéciale. Il est suivi d'une sénatrice du parti au pouvoir et d'un sénateur de l'opposition. La présidence du Sénat informe qu'elle a reçu de tous les groupes politiques les noms des candidats qui vont composer la commission spéciale qui devra se prononcer sur la dénonciation numéro 1 de 2016, en référence à la procédure de jugement de la présidente de la République, Dilma Rousseff, pour un supposé crime de responsabilité. Je déclare élue la liste proposée par les leaders politiques. Si le pays est paralysé, ce n'est pas à cause du pouvoir exécutif. C'est parce que M. Eduardo Cunha a déjà dit au micro de la présidence de la Chambre des députés qu'il n'y aura plus d'ordre du jour tant que la présidente Dilma ne sera pas écartée du pouvoir. Alors si quelqu'un paralyse le Brésil, ce n'est pas la présidente de notre pays, c'est Eduardo Cunha, malheureusement. Personne ne sait ce qui va se passer demain. Le pays est paralysé et on a l'obligation aujourd'hui, Monsieur le Président, de donner une réponse à ces Brésiliens, principalement aux entreprises qui mettent la clé sous la porte et ceux qui sont en train de perdre leur emploi.
Et retour sur le continent africain, direction Zanzibar pour refermer ce Vox Flash. Les eaux saphirs de l'océan Indien avaient l'habitude de la récolte des algues. Mais depuis quelque temps, ces récoltes sont décimées par une eau qui est devenue trop chaude, mais surtout par la concurrence asiatique qui enfonce l'île aux épices. Reportage. Depuis 20 ans, M. Toumoua répète le même geste. Cette agricultrice cultive l'algue comme près de 20 000 femmes de Zanzibar. Je suis en train d'accrocher les jeunes algues sur ces cordes. Je vais attendre 2 mois qu'elles grandissent avant de les récolter. Une fois séchées, les algues sont exportées aux États-Unis, en France, en Chine, pour être utilisées dans des gélifiants alimentaires, des cosmétiques ou des médicaments. Alors qu'à Zanzibar, les hommes occupent habituellement tous les secteurs d'activité, les algues emploient 80% de femmes. C'est la principale source de revenus pour M. Toumoua et sa fille, mais peut-être plus pour longtemps. J'ai commencé à travailler dans ce domaine il y a 20 ans parce que je voulais augmenter mes revenus pour subvenir aux besoins de ma famille. Mais en ce moment, je suis découragée parce que les prix chutent. J'espère que ça va changer. Des baisses de salaire liées à un marché qui étouffe depuis le début de l'année. La cause principale, la concurrence indonésienne et philippine qui cassent les prix. Si Zanzibar reste pour le moment le 3e producteur mondial d'algues, en mars, l'archipel en a exporté 411 tonnes, soit moitié moins qu'en 2015 à la même période. Cette entreprise, l'une des plus grosses de l'île, dresse le même constat. Les profits de la compagnie ont chuté de $8 000 depuis le début de l'année. On doit réduire les prix. L'année dernière, on achetait le kilo aux agriculteurs 24 centimes d'euros. Et maintenant, c'est 16 centimes le kilo. En Tanzanie, on doit être compétitif. Sinon, ils n'achèteront pas nos algues. La désertion des acheteurs s'expliquerait aussi par la baisse de la qualité des algues de Zanzibar, liée selon plusieurs experts au changement climatique. Pour que les algues survivent, la température de l'eau doit être comprise entre 27 et 29 degrés. Quand l'eau est trop chaude, elles n'arrivent pas à bien se développer et elles meurent. Beaucoup de femmes ont donc arrêté de cultiver les algues. Le secteur, qui existe depuis 1989, exige une aide de l'État pour trouver des alternatives écologiques et pour soutenir ces 24 000 agriculteurs dont l'horizon paraît bien sombre. C'est la fin de ce Vox Flash du mercredi 27 avril. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouverai avec grand plaisir demain jeudi pour votre point quotidien sur l'actualité. En attendant, passez une excellente journée sur Vox Africa.